C'est le Ok. moment, on dit plus de bêtises. On peut se Ok. présenter. Je peux commencer si vous voulez. Alina Dubariva, cofondatrice de Linka. Donc, ça fait 5 ans que je m'intéresse à l'écologie. J'ai travaillé au sein d'une grosse entreprise quand j'ai réalisé qu'il y a une crise écologique qui est en cours et j'ai compris que je voulais me consacrer à cette cause-là. Et j'étais chanceuse de rencontrer mon associé Antoine en 2021 et depuis on travaille ensemble en développant ce beau projet. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés grâce à l'EDEC, Stéphanie. Voilà, c'est une belle histoire qui est liée à l'EDEC. Et merci pour l'EDEC de s'occuper aussi de l'écologie. Parfait, je prends le tour d'après. Bonjour à toutes et à tous. On se connaît pour la plupart des participants et participantes ici aujourd'hui. Moi, je m'appelle Antoine Curat, cofondateur de Linka. J'ai travaillé pendant 12 ans dans l'informatique en étant responsable et voilà, par petites touches, j'ai ressenti de l'éco-anxiété, l'urgence d'agir et ça m'a amené à co-créer Linka il y a maintenant 2 ans avec Alina. Et voilà, à titre personnel, je suis super heureux qu'on soit, voilà, qu'on soit tous là aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui peuvent pas être là, mais qui demandent la conférence. Ça prouve que le sujet des éco-émotions, la question de comment on passe à l'action, comment on fait du bien à la planète, à soi et aux autres, commence à éveiller la curiosité, voire carrément donner envie d'agir à des gens. Donc voilà, merci et ça me fait très plaisir. Et un grand merci à Charline, avec qui on parle depuis 1 an et demi, qui est quand même, elle aime pas trop que je le dise, mais voilà, c'est quand même une pointure dans ce domaine-là. Et voilà, c'est très chouette pour elle de prendre le temps de faire cette conférence avec nous. Donc un grand merci à Charline aussi. Bon, je pense que c'est à mon tour de prendre la suite. Yes. Eh bien, moi, je me suis rendu compte que j'ai rencontré aussi Antoine par le biais de l'EDEC. Enfin non, on s'était C'est rencontré vrai. par le biais de l'éco-anxiété, mais il se trouve que on était dans la même école de commerce et même dans le même campus que l'EDEC. Il y a l'EDEC Lille et l'EDEC Nice. Donc voilà, on a fait la même école de commerce avant de bifurquer et puis de s'intéresser aussi à l'écologie. C'est vrai. Voilà, donc ravie d'être avec vous pour vous parler de ce sujet passionnant des éco-émotions et de l'éco-anxiété dans lequel je suis tombée, moi, il y a à peu près 5 ans maintenant, en 2019. Et ça me fait effectivement très plaisir de pouvoir participer à l'aventure Linka en vous partageant ce que je sais, enfin, certains enseignements de cette modeste expérience que j'ai pu avoir dans l'accompagnement de mes patients. Alors, je vais vous partager les diapos que j'ai préparés pour aujourd'hui. Vous me direz si ça fonctionne toujours, si vous voyez l'arbre derrière En train d'arriver, je les pense. titres. Ouais, Une, une petite précision pour celles et ceux qui sont arrivés un peu après. Donc, on fera les questions et réponses. Vous pourrez poser toutes vos questions à la fin de cette conférence, d'accord? Comme ça permet voilà, d'enregistrer, que tout le monde soit à l'aise et pose ses questions après quand on aura fermé l'enregistrement. D'accord? Donc, gardez vos questions au chaud. Et s'il y a vraiment quelque chose qui pose problème, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Moi, je vais monitorer ça à côté pendant que la présentation a lieu. Voilà, merci. C'est tout bon, Charline. super. Alors, je me présente rapidement. Je vous disais, donc, moi, je suis psychopraticienne. J'ai été formée dans une méthode de psychothérapie qui s'appelle l'analyse psycho-organique. C'est une méthode qui fait vraiment le lien entre tout ce qui est corps, donc vraiment le corps qui ressent les émotions et donc l'esprit qui va mettre du sens sur tout ce qu'on vit. Donc, comme je vous le disais, je me suis spécialisée sur tout ce qui est éco-anxiété, éco-émotion depuis 2019. À l'époque, en France, et j'y reviendrai par la suite, c'était pas très connu. Donc, j'avais décidé de faire une enquête en 2019, fin 2019, pour un peu mieux comprendre le phénomène de l'éco-anxiété. C'est une enquête qui n'est pas représentative de la population française, mais qui est quand même intéressante parce que j'avais recueilli plus de 1200 témoignages. Donc, ça donne quand même certains enseignements.
Je propose aujourd'hui un accompagnement en individuel, que ce soit en présentiel, dans le sud, moi je suis installée à Montpellier, ou en distanciel. J'accompagne aussi, des groupes, des entreprises, des associations, des ONG, à qui je peux proposer soit des ateliers, assez courts, ou alors des journées de sensibilisation, des cercles de parole, ou encore des programmes un peu plus longs sur, des cycles d'accompagnement sur, 1 ou 2 mois, par exemple. J'ai cofondé avec, d'autres collègues, éco-sensibilisés, une association qui s'appelle le RAFU. C'est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Vous comprenez pourquoi l'acronyme est utile quand on voit la longueur du nom de l'association. C'était un réseau au début en 2020 qui est devenu une association vraiment en 2022. J'ai écrit un petit guide pratique en 2022. Je partais du principe que tout le monde ne fait pas la démarche, enfin ça correspond pas à tout le monde d'aller voir un thérapeute et c'est OK. Mais c'est important pour moi de pouvoir, restituer, donner des clés, aux personnes qui feraient pas forcément cette démarche, donc je l'ai fait dans ce petit guide pratique. Et autre info, j'ai conçu avec le cabinet, Carbone 4, avec la partie vraiment formation, un MOOC sur les éco-émotions qui est sorti en octobre 2023 et qui est, accessible en participation libre et consciente et qui est constitué de 5 heures de théorie et de 3 heures d'exercice pratique. Voilà, il est toujours disponible si ça vous intéresse, vous pouvez aller le chercher sur le site de Carbone 4. Voilà pour ce qui me concerne et l'agenda que je vous propose pour ce temps de parole, c'est de revenir un peu sur, la partie vocabulaire, définition. Qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété? Qu'est-ce que c'est que la solastalgie? Peut-être que c'est un néologisme que vous connaissez ou pas, parce qu'il est beaucoup moins connu que l'éco-anxiété. Je vous proposerai un peu de revenir sur les manifestations, les symptômes de cette éco-anxiété et je vous partagerai 2 récits et je reviendrai un peu aussi sur les cibles. Qui est-ce que ça touche, cette fameuse éco-anxiété? Et enfin, je vous partagerai quelques pistes pour mieux vivre avec vos éco-émotions et ensuite je passerai la parole à Alina et Antoine. Alors, de quoi on parle quand on parle d'éco-anxiété et de solastalgie? Mon tableau est très moche, OK, mais je pense qu'il est important. Il est important parce que, ça situe un peu, de quoi on parle et où se situe l'éco-anxiété et la solastalgie. Alors, on voit ici que, ça se raccroche à tout ce qui est santé mentale, mais ce n'est pas à raccrocher à la maladie mentale. Souvent, les questions qui me sont posées, c'est: «Est-ce que l'éco-anxiété, c'est une pathologie, c'est une maladie?» Alors la réponse est non. On verra par la suite que, à certains degrés, ça peut devenir une pathologie, mais c'est une forme de détresse émotionnelle, donc ça crée de la souffrance qu'il est nécessaire de pouvoir écouter, accompagner, mais c'est pas du ressort, des médecins, des psychiatres, ça n'a pas à être, soigné avec, des médicaments, comme ça peut être le cas de, troubles anxieux, de, dépression, qui sont donc, des maladies, et qui se raccrochent au domaine de la psychopathologie. Là, quand on parle d'éco-anxiété et de solastalgie, on est encore dans, tout ce qui touche à la prévention mais par contre, effectivement, c'est du ressort de la santé mentale. Voilà, je pensais que c'était important de pouvoir un peu, comme on dit en psy, de poser le cadre. Voilà. Je vous donne un peu, des éléments de définition. Je reviens un peu sur l'origine du concept. Alors l'éco-anxiété, c'est un concept qui est arrivé dans la sphère publique. C'est une journaliste américaine qui s'appelle Lisa Leff qui l'a utilisé pour la première fois. La date précise de la sortie de son article, c'était le 5 août 1990. Je crois que c'était le Washington Post. Alors j'ai essayé de retrouver l'article, mais il est plus accessible malheureusement. Et en fait, elle a utilisé donc le terme «éco-anxiety», écrit en un mot, donc pas de trait d'union, pour qualifier l'état émotionnel des habitants de la baie de Chesapeake, qui se sentaient pas très bien parce qu'il y avait vraiment un un pic de pollution. Donc, elle a utilisé ce terme «éco-anxiety» pour vraiment, essayer de décrire
comment elle percevait ses habitants. Voilà, donc c'est la première fois que ce mot a été employé, et c'est la première fois qu'il est apparu. Ensuite, Véronique Lapège, qui est un médecin chercheur en santé publique, qui est une belgo-canadienne, a vraiment théorisé le concept d'éco-anxiété en 1997. Donc elle le définit, comme un phénomène hybride, un mal-être identitaire associé à une responsabilisation nécessaire des hommes, des femmes, des sociétés dans un contexte de grands bouleversements environnementaux. Elle insiste bien, Véronique Lapège, sur le fait que pour elle, dans la manière dont elle a conçu l'éco-anxiété, ça n'a rien à voir avec l'anxiété, donc à différencier des troubles anxieux. Elle insiste aussi sur le fait que, ça ne concerne pas le domaine du psychiatrique. Donc ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie et c'est du vécu, du ressenti. Voilà et je reviendrai un peu, sur cette dimension du pathologique, par la suite. Ça, c'est vraiment, les premières bases qui ont été posées en 97 et ensuite il y a un certain laps de temps qui se passe, ouais, jusqu'en 2010 où les pays anglo-saxons, l'Australie et les États-Unis se saisissent un peu du concept de l'éco-anxiété et commencent à écrire, commencent à faire des recherches dessus. Glenn Albrecht aussi s'intéresse au sujet. Donc voilà, il y a un petit laps de temps, où il se passe pas grand-chose, même si dans le vécu, probablement que les gens ressentent cette fameuse éco-anxiété. En dehors de la définition de Véronique Lapège, je vous propose, 4 autres définitions. Celle d'une pionnière, moi je la vois vraiment comme une pionnière, Susan Clayton, qui est une chercheuse en psychologie américaine, et qui définit l'éco-anxiété comme l'anxiété associée aux perceptions du changement climatique, même chez les personnes qui n'en ont pas personnellement subi d'impact direct. Pourquoi je vous partage cette définition? Parce qu'elle est intéressante, dans le fait que vous pouvez ressentir de l'éco-anxiété si vous lisez un article de presse qui parle des problématiques climatiques. Si, un de vos amis vous partage, que, il a vécu un feu de forêt, ou si vous écoutez un podcast sur, les conséquences des problématiques climatiques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, vécu vous-même un phénomène de sécheresse, un incendie, voilà, d'avoir été au contact d'une manifestation climatique grave, heu, pour ressentir cette éco-anxiété. Autre proposition de définition, celle d'une chercheuse et géographe canadienne, qui s'appelle Ashley Kunsolo. Elle nous dit que l'éco-anxiété, c'est l'appréhension et le stress liés aux menaces anticipées sur les écosystèmes. L'intérêt de cette définition, c'est, la dimension d'anticipation. Dans l'éco-anxiété, il y a une partie qui est, anticipatoire. C'est-à-dire que, c'est l'inquiétude par rapport à l'avenir, en fait et je vous donne une autre définition qui recoupe un peu qui est un peu en lien avec, ce que nous partage Ashley Kunsolo. C'est celle de la psychiatre américaine, Liz Van Susteren, qui parle, elle, d'une notion de stress pré-traumatique. Alors jusqu'à présent, on connaissait le stress post-traumatique, qu'avaient souvent vécu les soldats qui reviennent de guerre, et qui est assez caractéristique de, ce que vivent, les personnes aujourd'hui qui ont vécu des incendies, des feux de fo des phénomènes de sécheresse, des inondations. Ils ressentent ce fameux stress post-traumatique et aujourd'hui, dans la clinique de l'éco-anxiété, on est plutôt dans du stress pré-traumatique. C'est ce qui se passe avant le trauma. Toute cette anxiété qui est avant que le traumatisme arrive. Voilà, cette notion de stress, pré-traumatique, moi je la trouve vraiment très intéressante et c'est vraiment en lien avec cette notion de détresse anticipatoire. Autre définition, celle de Tegan Hogg, qui est une chercheuse en psychologie australienne. Elle nous dit que l'éco-anxiété, c'est l'anxiété liée au changement climatique, tout comme l'anxiété suscitée par une multiplicité de catastrophes environnementales. L'intérêt là de la définition, c'est vraiment de d'élargir, l'éco-anxiété, c'est pas juste le climat, c'est tout ce qui touche à la crise,
écologique. Voilà, de regarder un peu les facteurs qui vont générer cette éco-anxiété. Et pour faire un peu une aparté, moi je m'aperçois vraiment que cette éco-anxiété, finalement, enfin, moi je l'ai qualifiée dans l'enquête que j'ai faite en 2019 de éco-anxiété systémique. Je me suis vraiment aperçue qu'elle était liée au fonctionnement global du monde et moi j'ai des patients qui me parlent, de l'instabilité géopolitique et ça, je pense que ça on parle vraiment de du fonctionnement global du monde. Donc ça peut être, enfin, j'ai des patients qui me parlaient aussi de la situation, politique de la France, quand, c'était très compliqué, avant la trêve, des JO, enfin, tout ce qui a de la montée des extrêmes, voilà, tout ça aussi fait partie de ce climat incertain, du monde dans lequel on vit. Dernière définition que je veux vous proposer, c'est, en 2017, il y a l'Association américaine de psychologie qui, qui a proposé une définition de l'éco-anxiété qui est: «La peur chronique d'un désastre environnemental en cours ou futur». À ce jour, il n'y a pas de définition de l'éco-anxiété qui fasse consensus, dans la sphère, scientifique. Chacun y va un peu de sa définition. C'est ce qui rend un peu le concept difficile encore aujourd'hui à aborder. Mais, il y a un grand intérêt dans la sphère académique et médicale autour du concept. Je le redis, je l'ai déjà dit et je le redirai après, l'éco-anxiété, c'est une réaction adaptative qui est normale et saine. Si vous êtes éco-anxieux aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans ce terme-là, j'ai envie de vous dire que, ben, c'est plutôt, enfin, je vais pas dire que c'est une bonne nouvelle parce que, bah, c'est pas agréable, mais en même temps, ça veut dire que vous êtes conscient de la situation actuelle que traverse, ben, notre planète, et ben, du fait qu'on est face à une menace, aujourd'hui, à savoir, la crise écologique. L'éco-anxiété, elle est arrivée, de manière plus tardive en France. Je vous disais que, donc 97, Véronique Lapège. En 2010, l'Australie et les États-Unis s'intéressent au concept et nous, ça a été vraiment en 2019. Il y a eu, quelques articles de presse, donc vous voyez 2019, 108. Je me suis basée sur un article qui est très bien d'Eddy Fougier. Je vous mettrai la ressource, le lien en ressource, le PowerPoint vous sera envoyé. Et en fait, donc 2019, le terme arrive en France. Pourquoi? Parce qu'en 2019, l'été, on vit en juin et en juillet 2 phénomènes de canicule. Et ensuite, en 2021-2022, pareil, dans nos pays frontaliers, il y a des inondations au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne. Donc ça commence à nous concerner un peu. Et ensuite, il y a des publications scientifiques. En 2021, il y a une enquête dont vous avez probablement entendu parler, une enquête sur, l'éco-anxiété chez les jeunes. 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, 10 pays, hémisphère nord, hémisphère sud. Donc on commence à en parler. Il y a vraiment des publications qui sont un peu, choc. Il y a le 6e rapport du GIEC qui sort en 3 volets aussi. Et il y a, j'ai envie de dire, enfin, les médias sont saisis en faisant, les gros titres, voilà, comme et à partir de ce moment-là, que ce soit à mon cabinet et chez mes collègues aussi, on commence à avoir beaucoup d'appels entrants, avec des personnes qui sortent du déni, qui prennent conscience et qui ont besoin d'être accompagnées par rapport à cette éco-anxiété. L'hypothèse, enfin l'analyse moi que je fais, c'est que, cette menace environnementale, elle est devenue concrète, réelle et elle a touché les individus dans leur quotidien. Quand, le 29 juillet, 2019, donc je vous ai dit, moi j'habite à Montpellier, il a fait 46 degrés dans un petit village du Gard. Moi j'avais sorti mon site en mai 2019, solastalgie.fr. Bah, j'ai eu des appels entrants après. Je m'étais dit: «Je fais un pari, on va voir si peut-être ça intéresse les gens». Ben, quand vous vivez ce phénomène de chaleur extrême, bah, en fait, vous prenez conscience que, les problématiques climatiques, c'est peut-être pas pour demain, c'est maintenant et bah, c'est qu'est-ce que vous faites avec cette anxiété qui est là
Et donc, ça provoque des prises de conscience, des sorties du déni. Et en 2020, la crise du Covid, c'est venu dire aux gens que, hem, ben, ça a été un peu là pour dire: «Bon, ça va pas s'améliorer finalement». Voilà. Je vous donne un peu enfin, Glenn Albrecht, alors je vous invite à regarder cette interview qui a été faite, par, Thinkerview. Donc Glenn Albrecht, c'est, la personne, enfin le chercheur et professeur il était chercheur et professeur en durabilité, en développement durable. Je suis désolée, je suis dans une rue un peu bruyante. Glenn Albrecht, donc professeur en durabilité à l'université de Murdoch en Australie, il a créé le néologisme de solastalgie et lui dit qu'en France, on a eu de la chance d'être préservé par rapport aux problématiques climatiques, ce qui fait que ça a un peu agi comme un poison lent versus c'est une notion de poison rapide en Australie ou aux États-Unis, où les incendies, les phénomènes de sécheresse ont fait que, ben, il y a eu une prise de conscience beaucoup plus rapide parce que ben, ils ont été confrontés d'une manière beaucoup plus dramatique au problème. Les limites du concept, je vous en cite quelques-unes. Alors ce terme, il ne fait pas consensus auprès des professionnels de l'accompagnement. On est beaucoup à pas trop aimer, ce terme-là. En même temps, moi je suis assez, enfin, je pars du principe que on ne peut pas aller mieux si on ne sait pas de quoi on souffre et que c'est important déjà de pouvoir mettre un mot sur une souffrance pour pouvoir, la travailler et avancer. Donc il a ce mérite-là. Mais l'éco-anxiété, c'est un terme qui reste assez flou et effectivement qui n'est pas forcément bien accepté par l'ensemble des professionnels de l'accompagnement et comme je vous le disais, c'est pas anodin qu'il y ait toujours pas une seule définition qui fasse consensus. Ensuite, quand on creuse un peu, les personnes, qui ressentent cette éco-anxiété, ils ne ressentent pas que de l'anxiété, enfin, donc ça peut paraître un peu réducteur parce qu'il y a le terme anxiété, même si Véronique Lapège disait que ce n'était pas raccroché il fallait voir autre chose que de l'anxiété. Donc, dans l'enquête, moi, que j'avais faite en 2019, les personnes avaient partagé tout un ensemble d'émotions comme aussi de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, parfois, des émotions aussi positives, de la responsabilité, de la combativité, donc voilà, c'est un terme qui peut apparaître un peu réducteur, quand on regarde le panel d'émotions qui se cache derrière. C'est un mot qui peut aussi apparaître pathologisant et j'ai des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce terme-là et qui préfèrent, utiliser le mot écolucide, éco-clairvoyant. Notamment, j'ai participé à une campagne, du collectif On est prêt, une campagne qui est sortie en 2023, ça s'appelait «Tu flippes?» point d'interrogation et voilà, le mot, le choix du mot, c'est vraiment posé. Est-ce qu'on axe sur la dimension, éco-clairvoyance, éco-lucidité qui est plutôt positive ou est-ce qu'on reste avec cette dimension un peu négative de l'éco-anxiété? Et dernière limite, alors ça va être un peu choc ce que je vais dire, mais je pense que, on est chanceux, vous, moi, de pouvoir faire cette conférence aujourd'hui, sur, l'éco-anxiété. Parce que, certaines populations des pays du Sud n'ont pas ce luxe-là. Parce qu'ils n'ont plus la possibilité de réfléchir sur, cette dimension anticipatoire de l'éco-anxiété. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un stress qui, pour le coup, est post-traumatique. Voilà, donc l'éco-anxiété, OK, pour nous, mais peut-être pas pour, les pays du Sud qui sont en train de gérer, les conséquences des problématiques climatiques et qui sont plutôt dans du stress post-traumatique. Je vois qu'il est déjà 12h30. J'ai une capacité à parler beaucoup. Je vais accélérer un peu. Alors, je vous parle rapidement de la solastalgie. Je vous ai déjà parlé du créateur qui est donc Glenn Albrecht. Glenn Albrecht, donc c'est un pro un c'est enfin, il ne travaille plus aujourd'hui, il est à la retraite,
mais c'était un chercheur et un professeur donc en développement durable à l'université de Murdoch en Australie. Et il a été contacté début des années 2000 par des fermiers dans la vallée de l'Hunter, qui est en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Les fermiers ont commencé à ressentir une forme de détresse parce que il y a eu l'ouverture d'une mine à ciel ouvert dans là où ils vivent et là où ils faisaient leur activité de fermier. Et Glenn Abrecht a décidé de mener une étude. Il a fait des entretiens avec ces différents fermiers et ça l'a amené à créer ce néologisme, donc qui est fait à partir de solace, qui veut dire en anglais réconfort, et d'algie, qui veut dire en grec souffrance, douleur. Donc si on recompose un peu le néologisme, la solastalgie, c'est la souffrance qu'on va ressentir du fait de la perte ou de la dégradation de son lieu de réconfort. Et clairement, il a identifié 3 critères importants dans la solastalgie. Quand on vit cette solastalgie, il y a le premier critère, c'est de vivre de la désolation physique. On vit la désolation d'un lieu qui est familier. Il y a une forme aussi de désolation psychique. Il y a un sentiment de perte du sens du lieu, tout en étant dans ce lieu. Et enfin, il y a un sentiment de désolation avec, une incapacité à retrouver du confort, enfin un sentiment positif dans le présent et une espèce de sentiment de perte de contrôle. Bon, je viens de vous expliquer le concept que Albrecht présente, je crois que c'est en 2003, à un congrès à Montréal. Donc il fait une première étude, vraiment une étude scientifique. Ensuite, il y a un de ses élèves qui, va faire, un de ses anciens élèves qui va faire une étude plutôt sur les peuples autochtones en au Canada. Voilà, et le néologisme, va prendre vie, va être plus ou moins creusé. Et moins connu aujourd'hui que l'éco-anxiété, notamment en France. Donc les 3 caractéristiques spécifiques, je vous les ai partagées. Hem, n Il y a pas, i ce qui permet un peu d'évaluer, de sortir les symptômes d'un pseudo-trouble, enfin en tout cas d'une détresse, ça va être des échelles de mesure. La solastalgie a été intégrée en 2007 dans une échelle de mesure plus large, qui est l'échelle de mesure de la détresse environnementale. C'est traduit en français. Et en fait, donc cette échelle de mesure, je crois qu'il y a à peu près 81 items. Enfin, c'est des questions et vous notez. Vous répondez, rarement, enfin voilà, vous répondez au questionnaire. Et dans ce questionnaire de détresse environnementale, il y a 9 items qui concernent la solastalgie. Et ensuite, c'est plus récemment, en 2022-2024, qu'il y a eu des échelles spécifiques à la solastalgie. Faux jumeau de l'éco-anxiété, pourquoi? Parce que comme je vous disais, l'éco-anxiété, on est plutôt sur une détresse qui est anticipatoire, on regarde vers l'avenir, et la solastalgie, on regarde vers le passé, ce qui n'est plus. Ensuite, il y a un intérêt dans la sphère, là pour le coup en France, plus d'intérêt pour, l'éco-anxiété que pour la solastalgie. C'est ce qui peut un peu les différencier, les différencier. Et peut-être autre différence, c'est que pour le coup, dans la solastalgie, il y a vraiment un vécu de terrain, alors que dans l'éco-anxiété, comme je vous disais, vous allez, vous pouvez ressentir de l'éco-anxiété en lisant un article de journal. Dans la définition de Albrecht, on vit vraiment, dans le cas de la solastalgie, la dégradation d'un lieu qui est familier. Voilà, vous êtes dedans, vous le vivez. Et il a créé ce néologisme solastalgie sur la même, un peu pour que ça fasse référence à la nostalgie, alors que c'est construit un peu de la même manière, sauf qu'à la différence de la nostalgie, dans le cas de la solastalgie, vous n'avez pas quitté le lieu. Et Alice Desbioles, qui est médecin de santé publique en France, dit que dans le cas de la solastalgie, c'est le lieu qui vous quitte, finalement, que je trouve assez beau.
Voilà. La solastalgie, l'éco-anxiété, ça fait partie d'un champ plus vaste qui est celui des éco-émotions. Je vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager, mais les éco-émotions, c'est vraiment l'ensemble des affects, des sentiments, des émotions que l'on va ressentir du fait des problématiques environnementales. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné, par, ces problématiques climatiques. On ne peut pas dire: «Ben, en fait, moi, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas», parce que même le désintérêt, c'est un sentiment, c'est une manière de réagir émotionnellement par rapport aux problématiques environnementales. Donc qui que nous soyons, nous sommes concernés émotionnellement par, ces problématiques climatiques. Voilà, et il y a un chercheur finlandais que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Panu Pikala, qui a fait une taxonomie des éco-émotions, hem, qui a proposé ce travail-là, je crois que c'est en 2021, et qui montre bien qu'on ressent tout un ensemble d'émotions qui peuvent être à la fois, alors moi j'aime pas trop dire émotions positives, négatives parce que je trouve que, bah, les émotions, elles sont ce qu'elles sont et des fois c'est agréable et pas agréable, mais voilà. Mais donc lui dit positif, négatif. Dans positif, vous allez avoir la tristesse, la frustration, la révolte, là, si j'en regarde quelques-unes et en positif, vous allez avoir, l'optimisme, la gratitude, l'espoir. Voilà, et son travail de recherche de 2021 est très intéressant et ça a donné lieu à cette fameuse roue des émotions que vous voyez là, qui est fait à partir du travail de Panu Pikala. Voilà, je vous mettrai l'article, bon, qui est pas traduit en français, mais qui est très intéressant, de chercheurs qui travaillent vraiment, hein, qui est spécialisé sur, la question des éco-émotions, et qui produit beaucoup de choses et qui est vraiment, un chercheur, et qui a aussi participé à la grande enquête, de 2021, sur l'éco-anxiété chez les jeunes. Ça, c'est top 5 des éco-émotions ressenties par les Français, faite en 2022, commandée par Care, le spécialiste de la téléconsultation. Donc les 5 éco-émotions qui étaient, les plus ressorties, c'était responsabilité, peur de l'avenir, motivation, combativité et colère. La peur de l'avenir, on peut imaginer que c'est l'éco-anxiété dans la définition. Enfin, c'est une manière de définir l'éco-anxiété. Ce qui ressort de ce top 5, c'est que, les Français sont conscients des problématiques climatiques et environnementales, mais que ça n'empêche qu'ils sont motivés pour agir. La responsabilité, la motivation, la combativité et la colère. Il y a quelque chose d'une énergie, d'une envie d'agir, du mouvement, en fait et voilà, moi j'ai la manière dont j'ai vu, ce top 5, c'était plutôt quelque chose de positif. Il y a pas de figement, de sidération, il y avait quelque chose qui était plutôt dans le mouvement. On bascule sur la deuxième partie qui est les symptômes, cibles et récits. Je vous en ai déjà un peu parlé, quand, il y a une détresse émotionnelle slash un trouble, parce qu'on sait encore pas trop, le champ de la psychiatrie s'intéresse à l'éco-anxiété. Il y a d'ailleurs des psychiatres qui ont écrit un ouvrage sur, je sais plus comment il s'appelle, les émotions du dérèglement climatique, je crois. Le professeur Pedisolo et Célie Massini avec laquelle il travaille. Donc la psychiatrie s'intéresse au domaine enfin, au champ de l'éco-anxiété. Vous me direz: «Bah, pourquoi si ce n'est pas une pathologie?» Parce que à certains degrés, l'éco-anxiété peut devenir pathologique. Comment on fait pour évaluer ça? Eh bien, on fait un outil diagnostique qui est ces fameux questionnaires dont je vous ai parlé, qui sont des échelles de mesure qui permettent d'évaluer les degrés d'éco-anxiété et de dire si, s'il y a un trouble ou pas un trouble. Donc il y a plusieurs échelles de mesure qui existent à ce jour. Ma chercheuse pionnière, Susan Clayton, américaine, a fait la première en 2020. Teagan Hogg, dont je vous ai parlé là, partagé la définition tout à l'heure aussi, 2021, a proposé un questionnaire qui a été pas mal repris, qui est un peu plus court, mais très synthétique, 13 questions, Susan Clayton 22.
Caroline Hickman, qui est pour Royaume-Uni et qui a participé à la grande enquête de 2021 sur les jeunes, en a proposé une aussi. En France, il y a Hélène Jalin, ma collègue qui fait partie du RAFU aussi, qui est psychologue clinicienne et qui fait une thèse sur l'éco-anxiété, a proposé la seule échelle de mesure qui est en français. Enfin, à partir de elle, elle a composé une échelle de mesure française. Et sinon, il y a deux échelles de mesure, celle de l'Observatoire des éco-anxieux et celle de Marie Mattei, qui ont été faites à partir de l'échelle de mesure de Tighan Hogg. C'est pour ça que je dis la seule qui est vraiment française, c'est celle de Hélène Jalin, parce que les autres sont faites à partir d'une échelle de mesure existante qui était australienne. Voilà pour les échelles de mesure. Qu'est-ce que nous permettent de voir, enfin ça nous permet quoi les échelles de mesure? Ça nous permet de sortir les symptômes de l'éco-anxiété. Ils sont, quand vous êtes éco-anxieux, vous pouvez ressentir des manifestations anxieuses et ou dépressives. J'insiste sur le fait que ce sont des manifestations. Les manifestations, c'est quelque chose qui est passager. Ce n'est donc pas, avoir des troubles anxieux ni faire une dépression. Une manifestation anxieuse, ça reste un épisode, ça reste pas long ça reste passager en fait, c'est pas censé s'inscrire dans la durée. Ça, c'est des symptômes émotionnels, affectifs. Vous pouvez aussi avoir des obsessions écologiques, avoir des ruminations, voilà, tout regarder à travers le prisme de l'écologie. Ça peut aussi provoquer des répercussions fonctionnelles sur le comportement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Venir impacter votre vie personnelle. Alors est-ce que vous enfin moi j'ai des personnes qui arrivent en me disant, «Bah, je ne sais pas si, dans le monde actuel, je peux avoir des enfants». Ça peut aussi provoquer des troubles du sommeil, chez les femmes plutôt générer ou renforcer des troubles du comportement alimentaire et chez les hommes plutôt générer ou renforcer des addictions. Voilà, à voir si les addictions et les troubles du comportement alimentaire, c'est enfin, on peut se dire que les troubles du comportement alimentaire font partie des addictions. Mais bon, voilà, ça c'est, sorti de l'étude de Care. Ensuite, ça peut avoir des répercussions sur la vie professionnelle avec une perte de sens, une perte de motivation, une augmentation de la une arrivée de la dissonance cognitive ou une intensification de la dissonance cognitive. C'est quoi la dissonance cognitive? Moi, Charline, si demain je monte dans un avion en sachant, l'impact du trafic aérien, je risque de me sentir pas bien. C'est ça, en fait, cette espèce de mal-être que je vais ressentir à l'idée de monter dans cet avion ou en étant dans cet avion, ce mal-être, c'est ça la dissonance cognitive, c'est, quand les actions qu'on pose sont en décalage avec ses valeurs. Pour reprendre mon exemple de l'avion, je pense que c'était il y a 2 ans, j'ai eu, pendant l'été, un pilote qui m'a appelé, qui m'a dit: «Écoutez, je suis très embarrassée, j'ai pris connaissance, du rapport du GIEC qui est sorti, je ne peux plus monter dans un avion et je suis pilote. Qu'est-ce que je fais?» Voilà, donc là, pour le coup, il y avait une vraie perte de sens, de motivation, dans le cadre du travail et une incapacité à aller travailler. Et enfin, ça peut provoquer aussi, un impact sur le comportement, dans la vie sociale avec des personnes qui peuvent s'isoler parce qu'elles ne se sentent pas comprises ou alors des difficultés relationnelles. J'ai pu moi recevoir des couples avec, un des 2 qui était, très militant et l'autre qui était beaucoup moins investi, donc c'était compliqué d'arriver à se comprendre. Des parents qui, ne comprenaient pas pourquoi, les enfants, arrêtaient de faire, des hautes écoles de commerce ou, des écoles d'ingénieurs, pour, faire, un métier des études en rapport avec la terre, de la permaculture, ou, bah, j'imagine que vous avez déjà eu des problématiques de l'ordre de, si vous êtes végétarien, pourquoi vous êtes végétarien? Problème de, pourquoi vous votez écolo ou autre, par exemple. Donc ça provoque des difficultés relationnelles. Et enfin, ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes conatifs. C'est l'anxiété que vous allez ressentir par rapport à vos actions et à votre impact personnel. J'ai des patients qui montent dans leur voiture et qui me disent: «Je me sens, terriblement mal parce que je sais que je pollue», donc voilà, ça, c'est vraiment, le dernier symptôme qu'on peut raccrocher au tableau de l'éco-anxiété. Qui est-ce que ça va toucher, cette éco-anxiété? Ça va toucher les jeunes, mais pas que. Ça va toucher les moins jeunes. Ça, c'est plutôt aussi chez les peuples autochtones. On voit que, la transmission du savoir, elle se fait par les générations, plus âgées
Et donc, il y a une grande peur de voir une perte de l'identité dans la transmission de la culture et une transformation vraiment de qu'est-ce qu'était cette population. Enfin, je vous donne un exemple concret. Les peuples qui vivent sur glace, dans les pôles, bah, il n'y a plus de glace. Comment vous transmettez la culture de la pêche à la glace? Voilà, donc ça transforme en profondeur un peu l'ADN finalement, la culture de ces populations. Ça touche aussi, les minorités. Alors je ne dis pas, comprenez-moi bien, que les femmes sont des minorités, mais dans le sens sociologique du terme, c'est-à-dire comme, une population ayant moins de pouvoir, qu'une autre. Donc les femmes, les minorités ethniques et les personnes à faible revenu économique vont être touchées en priorité par l'éco-anxiété. Et enfin, certaines professions, moi c'est vraiment les gens, avec qui je travaille, comme, les chercheurs, en biodiversité, les personnes, les boîtes qui font des bilans carbone, vraiment tous les gens qui sont exposés, soit parce qu'ils lisent beaucoup, d'articles, soit parce qu'ils sont au contact d'une réalité terrain, par exemple les agriculteurs, vous voyez certaines professions qui sont plus à risque de ressentir, enfin les personnes qui font ces professions vont ressentir, bah, vont être plus propices, enfin, vont être plus à risque de ressentir cette fameuse éco-anxiété. Qu'est-ce qui m'est partagé, moi, dans l'enceinte de mon cabinet? Cette Ch- éco-anxiété, Charline, oui, pardon, je me permets juste 2 secondes parce qu'il est déjà 46. oui, Si tu peux après un petit peu passer sur la partie essayer une réponse adaptée, les ouais, solutions aussi, ça serait oui, oui, super. oui, oui. Je pense que je vais juste lire un témoignage, voire pas de témoignage. Allez, j'accélère. Vous voyez, je vous Merci. avais dit que j'avais une capacité à Non, non, raconter mais plein de trucs sur ce sujet. c'est super, on est bien. Merci. Super. Donc juste les thématiques, les gens partagent perte de sens, l'impact des actions, la thématique du désir d'enfant, comment on la question des liens sociaux, bah, ce que je vous disais, perturbations relationnelles et enfin la dimension enfin, il y a la dimension de l'incertitude du rapport au temps et ce qu'on va perdre, donc le deuil et le rapport à la mort. Bon, je vais zapper les récits, on vous les enverra par écrit. L'éco-anxiété, c'est une réponse qui est adaptée. Ce que nous disent les chercheurs de l'enquête internationale sur l'éco-anxiété chez les jeunes, c'est bien que douloureuse et pénible, l'anxiété climatique est rationnelle et n'implique pas de maladie mentale. Ce que nous dit aussi Laëlia Benoît, qui est pédopsychiatre, elle nous dit que l'éco-anxiété est une réaction naturelle et légitime. Ce n'est pas une nouvelle forme de dépression et elle n'appelle pas de traitement médical. Elle appelle une réponse sociale. L'éco-anxiété, ce n'est donc pas des troubles anxieux, ce n'est donc pas faire une dépression et ce n'est donc pas une pathologie. Par contre, comme je vous le disais, il y a un degré qui peut être pathologique et qui peut rendre malade. Je vous passe pour basculer sur qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les pistes? Alors, moi, j'ai pas, juste, une espèce de disclaimer, j'ai pas la solution miracle. Je vous partage juste les différentes pistes que j'ai pu construire au fil de ces 5 dernières années, qui se sont construites au fur et à mesure et j'insiste sur le fait que, il y a pas vraiment de solution miracle, de mode d'emploi. C'est à vous de choisir ce qui vous convient et qu'une solution ne conviendra peut-être à une personne A, mais pas à une personne B. Voilà. La manière dont je travaille, moi, c'est 5 axes. J'invite les gens à prendre soin d'eux, à s'engager dans le collectif, à s'engager dans la sphère professionnelle, à s'informer, sensibiliser, éduquer et enfin à prendre soin du monde vivant. En sachant que parfois on ne peut pas tout faire et on fait en fonction du temps qu'on a et voilà, c'est vraiment, je vous donne l'intégralité des pistes, vous piochez dans ce qui vous convient et ce qui est possible pour vous de faire. La première, c'est la base de la base, mais c'est ne pas oublier que le plus important, c'est vous et que si vous êtes complètement cramé, ça va aider personne. Moi, j'ai vraiment des gens qui arrivent en étant, très fatigués, qui veulent encore donner, donner, donner et je leur dis: «OK, on s'arrête, on ralentit». Enfin, vous vous arrêtez, vous ralentissez et déjà on va recharger les batteries. Vous allez recharger les batteries et prendre soin de vous.
pense que c'est important de pouvoir parler de l'éco-anxiété, de pouvoir verbaliser ce qui fait souffrance, et d'utiliser cette éco-anxiété comme une opportunité pour parler de ses émotions. Ce qui n'est pas, très courant, enfin, moi personnellement, je n'ai pas été éduquée à l'école pour parler des émotions, voilà, donc ça peut être une opportunité pour faire ça. On peut le faire avec ses proches, avec un professionnel, on peut participer à un cercle de parole, tout ce qui vous permet de exprimer. Ensuite, mettre du mouvement dans votre corps et ne pas être toujours dans l'être, ne pas être toujours dans être dans l'être et ne pas être toujours dans le faire. On est dans une société où on est, dans la production, il faut faire, 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 faire. Moi, je vous invite vraiment à essayer de vous poser et être dans le ressenti. Donc, technique de respiration, faire de la méditation si ça vous convient, faire du sport, du yoga, faire des marches en forêt, par exemple. Ensuite, vous autorisez des temps de pause informationnels dans la mesure du possible. C'est et ça, c'est quelque chose, mes patients me disent parfois: «Oui, mais alors ça veut dire que je suis dans le déni». Non, et là, je vous invite à j'avais lu une citation de Clive Hamilton qui disait que le déni, parfois, c'était salvateur et que si on n'était pas un peu dans le déni, on devenait fou. Donc c'est vraiment, faire des temps, de coupure des réseaux sociaux, se faire des temps de détox médiatique juste pour pouvoir, ben, remettre du bon, et faire un break de tout ce qui peut être parfois polluant dans les réseaux sociaux, pour remettre du bon à l'intérieur de soi. Trouver un ou plusieurs engagements qui ont du sens pour soi et agir. Ça peut être, commencer par faire son bilan carbone et choisir une action. Travailler sur son rapport au temps et à l'incertitude et essayer d'être dans le présent. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, l'éco-anxiété, c'est une détresse qui est anticipatoire, donc c'est important de revenir dans le présent. J'ai des patients qui arrivent en me disant, «Ben, qu'est-ce que je vais est-ce qu'il faut que je déménage? Est-ce qu'il faut que je change de job?» OK, là, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va déjà se concentrer sur le présent et s'imposer des moments pour ralentir, ça ne peut faire que du bien. Et enfin, je pense que, s'autoriser à faire des choses simples, des activités légères qui font du bien, qui sont joyeuses. Vous pouvez vous autoriser à faire des breaks, sur Netflix, à regarder des séries bêtes. Bon, bah, ça va pas, je veux dire la planète ne va pas s'arrêter, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Autre piste, vous engager dans le collectif. Rejoindre une association ou plusieurs collectifs engagés. Vous pouvez aussi intégrer la donnée environnementale dans une association ou un événement existant. Là, j'ai un patient, qui a investi dans un événement d'une course sportive et il a décidé que, cette année, enfin, c'était la deuxième année, je crois, le repas était essentiellement végétarien et tout était végétarien, voilà, et ça permet de sensibiliser les gens à ça et de parler de l'écologie. Vous pouvez aussi militer, rejoindre des collectifs qui prônent des actions écologiques et la non-violence. Partager avec des personnes qui sont concernées par les engagements environnementaux pour tisser du lien et se sentir compris. C'est, rejoindre, enfin, par exemple, participer au Shift Project, Alternatiba, ça c'est aussi rejoindre des gens qui ont le même niveau d'information, ne pas essayer de les convaincre et ça fait du bien aussi, c'est pas juste rester dans l'entre-soi, mais ça fait du bien de pouvoir, être avec des gens qui ont vraiment le même niveau d'information et avec lesquels on va pouvoir échanger autrement, sans chercher à vraiment les convaincre. Vous pouvez aussi, vous engager dans un parti politique pour essayer de faire bouger les choses à un autre niveau. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que propose l'UNICAD, d'aller contacter le maire, de voir aussi comment on peut agir à un autre niveau. Ça, je laisserai, Antoine et Alina en parler. Attention, à respecter le bon équilibre pour soi. Là, je suis pas en train de vous dire, vraiment, chargez votre barque, faites tout ça et pour que vous finissiez en burn-out. C'est important de garder un bon équilibre. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre, vie perso, dans votre vie professionnelle, dans le temps que vous avez envie de dédier à votre famille? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter, de manière à ce que ça vous fasse du bien? Mais le but n'est pas que vous soyez complètement cramé. On n'oublie pas le premier objectif, prendre soin de vous. S'engager dans la sphère professionnelle, comment on peut faire? Tout le monde ne peut pas, changer de job, se reconvertir, donc on peut essayer d'agir en interne, être un ambassadeur du changement dans son entreprise. Ça peut être notamment, s'engager dans un syndicat, mener des actions de sensibilisation et de formation en interne aux problématiques environnementales, proposer des ateliers comme la fresque du climat, les ateliers bas carbone, les ateliers, d'automne, le MOOC, pourquoi pas de carbone 4.
d'avoir une bibliothèque au sein des entreprises qui achètent des bouquins sur le climat et l'environnement, sensibiliser à ces questions-là. Proposer des actions pro-environnementales dans son entreprise à différentes échelles, par exemple la réalisation d'un bilan carbone et suivre certaines des recommandations. Choisir de prendre le train à la place de l'avion, faire des conférences en vidéo versus se déplacer à l'autre bout de la planète. Prendre soin de la souffrance au travail, c'est ouvrir des espaces de parole pour parler des éco-émotions. Ça peut être, pourquoi pas un café avec vos collègues, juste parler de manière informelle ou faire un vrai cercle de parole avec un professionnel qui va gérer cette dimension émotionnelle. Attention au passage à l'acte. Comme je disais, on ne peut pas tous, décider, enfin ça peut être dangereux de se dire: «Bon, en fait, je plaque tout, je m'en vais». C'est pas forcément possible. Il y a une alternative qui est le phénomène du quiet quitting où on respecte ses horaires de travail, on se désinvestit, de la vie sociale de l'entreprise et voilà, c'est un moyen de se positionner aussi. S'informer, sensibiliser, éduquer, c'est, une autre manière aussi de gérer cette éco-anxiété, c'est donc s'informer, lecture d'articles, d'ouvrages, écoute de podcasts, participation à des événements, ateliers, conférences. J'insiste sur le fait que ça, on le fait quand on peut. Quand, votre éco-anxiété, elle est en train de flamber parce que, il fait 46°, c'est peut-être pas le bon moment pour lire, des articles qui parlent de la crise écologique. Vous le faites à un moment où vous êtes réceptif, où vous pouvez le faire. C'est bien de pouvoir vous écouter là-dessus. Vous former, pourquoi pas, à des nouveaux savoirs comme des techniques manuelles, intellectuelles, émotionnelles. Essayer d'être inspirant pour les autres, éco-engageant, leur donner envie de changer leur comportement. Là, c'est important de ne pas, dire aux autres quoi faire, de leur envoyer des articles en disant: «Il faut lire tel article scientifique». Plutôt essayer d'être vraiment de leur donner envie, à travers ce que vous allez pouvoir leur partager. Sensibiliser vos enfants, aux enjeux environnementaux, de manière à ce qu'ils ne vivent pas, ce que Richard Louv a identifié comme étant le syndrome du manque de nature. Dans un ouvrage de Baptiste Morisot, je crois que c'est le «Manière d'être vivant», il partageait une étude, moi ça m'a scandalisée, qui disait que les enfants américains étaient beaucoup plus capables de reconnaître les logos de marques plutôt que, les végétaux. Bon, donc on emmène ses enfants, on les sensibilise aux problématiques, enfin en tout cas on les emmène dans la nature. Et enfin, accepter qu'on a tous une temporalité différente, faire preuve de bienveillance et de compréhension, face aux mécanismes de défense des uns et des autres. Bah, on n'a pas tous la même capacité de voir le déni tomber. J'ai ma collègue, Hélène Jalin qui disait que les éco-anxieux, c'est des personnes courageuses. Elles arrivent à faire face à la réalité, qui est assez, terrifiante et elles ont ce courage-là. Mais il y a d'autres personnes qui ont des mécanismes de défense qui sont là pour les protéger. Donc on lâche la mission qu'on peut se donner de faire changer les autres, c'est suffisamment compliqué de changer soi-même. Et dernière partie avant de donner la parole à mes coéquipiers, c'est prendre soin du monde vivant, reprendre notre juste place dans l'écosystème. Vous, moi, on n'est qu'une espèce parmi toutes les autres espèces. C'est important qu'on arrive à redevenir ce que Baptiste Morisot, donc le philosophe dont je vous parlais, dit, qu'on arrive à redevenir un cohabitant de la Terre. On est la nature, on fait partie du monde vivant comme les autres espèces, on n'est pas supérieur aux autres. Passer du temps en nature de manière à renforcer le sentiment de reliance avec le vivant. Si le vivant est juste, nous est juste utile, pourquoi on se mobiliserait pour le protéger si on n'a pas vraiment d'empathie par rapport à ce vivant? S'engager dans des actions concrètes, nettoyage d'espaces naturels, permaculture, ça peut paraître un peu simple, mais en même temps, quand vous décidez d'arrêter de manger de la viande, de devenir végétarien ou d'arrêter de prendre l'avion, vous voyez pas le résultat immédiat, du fait de prendre cet engagement-là. Par contre, si vous allez nettoyer un espace, vert ou une plage, vous allez voir le résultat immédiat et ça fait du bien. Enfin, retrouver la sensation d'émerveillement qu'ont souvent les enfants et qu'on peut perdre parfois à l'âge adulte. Et je fais la transition. Une application qui est très utile et qui est au croisement de plusieurs axes, vous avez peut-être compris où je veux en venir, eh bien c'est Linka, qui permet de prendre soin de soi, de s'engager dans le collectif, de s'engager dans la sphère professionnelle
oui, qui nous transmet des infos utiles, donc qui permet de s'informer, de sensibiliser et d'éduquer. Ah, je vais m'en arrêter là et je laisse la parole. Merci beaucoup, Charline. Merci beaucoup, Charline. Bon, bah, ceux qui ont fait LinkedIn ont dû réfléchir à leur truc, alors ça a l'air bien fait. Ok, donc on Je vais va. partager mon écran. Du coup, voilà, transition vers notre partie. Et merci beaucoup. Tu peux revenir sur le slide d'avant, Alina, s'il te plaît. Euh, Parmi toutes les choses hyper intéressantes qu'a pu nous partager Charline ce matin, déjà, la chose super, c'est qu'elle parle, il y a énormément, vous venez de le voir, de solutions hein, pour gérer son éco-anxiété ou ses éco-émotions. C'est exactement la raison d'être de Linka, c'est de partager ses manières d'agir. Une autre chose encore sur laquelle je voudrais vraiment revenir et qu'on dit très souvent chez Linka, c'est que ce soit l'éco-anxiété ou ces éco-émotions en général, faciles ou difficiles, elles sont toutes saines. Mais les émotions, dans tous les cas, les émotions du corps humain, qu'elles soient éco ou pas, elles sont saines. Et il est important de les légitimer, de bien retenir, comme Charline a pu le dire, que on n'est pas seul à ressentir ces éco-émotions et alors, je veux bien qu'on passe au slide d'après, Alina, s'il te plaît. Euh, Ça, c'est un résumé, ça ne redit évidemment pas, ça résume pas tout ce qu'a dit Charline, mais ce qu'on dit chez Linka en général, c'est si vous ne légitimez pas vos éco-émotions, vous aurez ça générera des problèmes tels que les insomnies, paralysie, attaques de panique, troubles alimentaires. Voilà, ce n'est pas tout à fait aussi complet que Charline, mais vous voyez le message. Tandis que si vous légitimez vos émotions, bah, la super bonne nouvelle, vos éco-émotions, c'est qu'elles vous donnent une énergie folle pour agir. Donc agir, c'est la solution aux éco-émotions à titre personnel, et ça tombe super bien parce que agir, ça veut dire protéger le vivant et donc du coup bah, créer une boucle positive. C'est pour ça que les éco-émotions sont aussi importantes pour vous, pour chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous, que pour la planète. Donc c'est vraiment ça chez Linka qu'on fait, c'est dire, OK, on peut rediriger ces émotions vers de l'action qui sera positive et créer une boucle positive. Voilà. Alors, on passe au slide d'après, s'il te plaît. Et c'est à toi, Lina. Ouais, justement, donc la boucle positive peut être aussi présentée en forme de la roue du changement. On aime beaucoup ce concept chez Linka. Pourquoi? Parce qu'il démontre que tous les acteurs de la transition sont liés les uns aux autres et qu'ils peuvent impacter les actions des uns des autres. Donc les individus, les entreprises et les pouvoirs publics sont entreliés. Pour vous donner juste des exemples, comment les individus peuvent impacter les entreprises. Vous connaissez sans doute toutes et tous l'application qui s'appelle Yuka, qui est utilisée par des millions de consommateurs en France, maintenant aux États-Unis. Euh, donc, c'est un outil de consommateur qui est devenu aussi un facteur que les entreprises sont obligées de prendre en compte et de devenir plus transparent par rapport à la composition de leurs produits alimentaires ou cosmétiques. Voilà, donc ça, c'est un exemple de relation individu-entreprise. Je vous en donne un autre. Donc, les relations entre les pouvoirs publics et les entreprises. Par exemple, à partir du janvier 2023, les points de restauration rapide n'avaient plus le droit de donner des couverts jetables si la personne consomme sur place. Donc, et ça, c'est une réglementation qui était imposée aux entreprises par la loi qui s'appelle la loi AGEC. Donc, l'État peut en effet agir par la réglementation. Donc voilà quelques exemples de comment cette roue du changement peut fonctionner. Et effectivement, un des messages clés de ce concept, c'est qu'en tant qu'individu, on a le pouvoir, parce qu'on est aussi des consommateurs, on a aussi des citoyens, et on peut impacter les entreprises et les pouvoirs publics. Et alors, pour revenir juste sur le slide d'avant, Lina, s'il te plaît, parce que c'est hyper important. Donc, pour celles et ceux qui entendent parler régulièrement du triangle de l'inaction, bah, pensez plutôt ou rétorquez plutôt. Nous, on le voit du côté positif, ça s'appelle la roue du changement. Vous l'avez compris, chez Linka, on essaye vraiment d'avoir ce vocabulaire positif. Donc, au lieu de dire pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas entre les entreprises, les pouvoirs publics et les individus, voire même les médias, bah, dites plutôt, vraiment, ça, c'est un autre message important, c'est parler plutôt de la roue du changement en disant, bah, vu qu'on est tous connectés, en fait, oui, bien sûr que si personne n'agit, ça ne marchera pas, mais
l'individu, en tant que citoyen consommateur, peut faire bouger les choses, et on a des exemples comme Alina l'a cité. Donc voilà, un message clé, retenez plus roue du changement que triangle de l'inaction. Ça fera du bien à tout le monde, et véhiculez le message, s'il vous plaît. Merci. Ok, autre chose. Maintenant, on va parler de sciences un petit peu socio-comportementales. Socio-comportementales, c'est, pour faire très généraliste, si je dis trop de bêtises, Charline me corrigera, mais en gros, c'est un mélange de sociologie avec des sciences cognitives, voilà, tout ce qui est lié aux sciences du cerveau. Donc, c'est quelque chose d'hyper intéressant qui permet de comprendre comment ça se passe dans nos têtes et l'appliquer à la masse. Voilà. Là, pareil, même chose. Vous allez entendre qu'il y a énormément de freins à l'action. Vous le verrez probablement sur LinkedIn aussi. Ce sont des gens qui étudient le sujet depuis des dizaines d'années, d'accord? Euh, et c'est tout à fait juste. Encore une fois, nous, on va prendre le contre-pied positif, on va mettre le vernis, enfin juste voilà, dire, OK, il y a des freins, il y a énormément de freins à l'action écologique. De mes recherches, j'en ai lu une trentaine, d'accord? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de freins au changement d'habitude, qu'elles soient écologiques ou pas. C'est difficile pour un être humain de changer d'habitude. OK. Mais du coup, à chacun des freins, en fait, qui ne s'appliquent pas tous à chaque fois, à chaque être humain, c'est pas 30 par être humain, d'accord? Et ben, du coup, on peut tout à fait trouver des solutions et donc des leviers. Donc, au lieu de parler des freins à l'action, d'accord, on va parler des leviers d'action. Et je vais les résumer ici, je vous donnerai quelques exemples et vous allez comprendre. Voilà, donc on distingue ici le fait de mettre en action une personne, typiquement lui faire manger une fois un repas vegan, ce qui est une chose importante, d'accord, de le faire déjà une fois, versus changer les habitudes. Une habitude, c'est quoi? C'est un geste qui est devenu automatique parce qu'il est ancré. Donc, c'est pas tout à fait, sans rentrer dans le détail, les mêmes mécanismes en termes de sciences socio-comportementales entre faire agir une personne une fois de temps en temps ou une première fois versus changer une habitude. Pour mettre les gens en action une première fois, dans les très grandes lignes, il faut les guider vers le changement. On ne peut pas laisser une personne, voilà, il faut l'accompagner vers cette mise en action. Il faut, selon nous, ça c'est notre grille de lecture, hein, d'accord, de tout ce qu'on a pu lire sur les recherches et les interviews qu'on a faites, changer la représentation individuelle qui a tendance à être erronée. Le monde tel qu'on se le représente au niveau individuel peut être erroné. Changer la représentation collective, la manière dont chaque être humain pense que les autres vont agir ou agissent. Il y a aussi des biais là-dedans qu'il faut changer. Et il faut bien comprendre la psyché individuelle, donc comment ça fonctionne dans le cerveau. Voilà, ça c'est un petit peu plus généraliste. Pour changer les habitudes, alors on a besoin de mettre en action la personne une première fois, bien sûr, mais il faut respecter aussi le principe de durée. Vous aurez probablement lu ou entendu qu'il faut 3 mois pour changer des habitudes. Alors, ça fait 3 ans que je cherche la théorie ultime à ce niveau. Je ne la trouve pas parce qu'elle n'existe pas, tout simplement parce que les habitudes, nous on parle de 300 habitudes chez Linka à peu près, donc déjà il y a la foule, et elles dépendent d'un contexte, elles dépendent d'une culture, elles dépendent de la personne. Voilà, donc en fait, vous allez avoir des habitudes qui vont nécessiter un certain nombre d'itérations et un temps très long pour être changées. D'autres qui, grâce à un contexte favorisant et favorisé, peut être changé en quelques jours. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle ultime par rapport à ça. Mais dans tous les cas, il faut comprendre que cela peut prendre du temps. Changer les habitudes nécessite aussi d'agir en groupe. C'est hyper important, on va y revenir. Montrer aux gens qu'il y a des bénéfices en fait à changer, à ancrer une habitude individuelle. Il faut bien évidemment émuler, faire le geste de nombreuses fois, et voilà, et le répéter. Ça, c'est hyper important. Et puis, bah, comme pour tout, faut être encouragé, donc il faut encourager les autres. Je vous parle à vous au niveau personnel, mais ça peut être aussi des informations que vous utilisez pour essayer d'embarquer des proches autour de vous si vous êtes dans ce besoin actuel de non pas changer, mais plutôt d'embarquer d'autres personnes. Ok, alors je veux bien qu'on aille après, Lina, s'il te plaît. Ok, c'est long, on n'a plus forcément le temps, mais vous repartirez avec ces exemples, ok? Et le message, encore une fois, que je voudrais vous passer ici, c'est si quelqu'un vous dit oui, mais de toute façon, c'est difficile de faire agir les gens ou de changer leurs habitudes parce qu'il y a fin du mois versus fin du monde. Ok, ouais, il y a des gens qui ressentent ça, très malheureusement, enfin vraiment malheureusement, mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Bah, typiquement, là on est dans la représentation individuelle. Si vous voyez donc du coup changer la représentation individuelle, montrer qu'être écolo peut faire épargner. Sur les 300 actions qu'on a recensées, 330 précisément, on en a 150 qui font faire des économies. On a calculé avec des moyennes de stades de l'INSEE.
certes, manger des fruits et légumes de saison, ça ne fera pas économiser 1 200 € pour chaque Français ou Française. Ok. Par contre, en faisant ces moyennes, on est arrivé sur 1 200 € parce qu'en fait, du coup, vous payez beaucoup moins l'acheminement des fruits et légumes, vous payez moins le fait qu'elles aient été plantées et cultivées sous serre. Donc voilà, ça c'est un exemple typique. Oui, quelqu'un pourra vous dire, mais oui, mais moi ma situation ne me le permet pas ou autre, ou alors vous n'arriverez jamais à embarquer parce que voilà, il y a trop de gens qui ne peuvent pas se permettre. C'est un truc de bobo écolo, voilà ce qu'on peut entendre aussi. En fait, on a un contre-argument à ça. Évidemment que ça ne fait pas tout, d'accord? Je vous dis, il peut y avoir d'autres raisons pour l'inaction ou le manque de changement d'habitude. Mais déjà, ça, c'est un argument fort. Dites-vous bien qu'on arrivait jusqu'à à peu près 17 000 € d'économie potentielle sur l'Inca si quelqu'un faisait toutes ces actions-là. Évidemment, personne ne le fera, mais on parle d'ordre de grandeur important. OK? Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner des contre-arguments pour contrer le pessimisme ambiant qui vous dit on n'arrivera jamais à changer les gens. Et d'ailleurs, il y a plein d'exemples avec d'autres applications qui le font déjà très bien depuis des années, qui mettent en action les gens. OK? Euh, Ok, peut-être un deuxième point, juste dernier, c'est sur le slide d'avant, merci, c'est l'imaginaire. C'est hyper important pour vous, pour moi, pour les gens qu'on veut embarquer, de changer l'imaginaire des gens. Il y a un atelier qui s'appelle 2030 Glorieuse, d'un monsieur qui s'appelle Julien Vidal, qu'on aime beaucoup avec Alina, c'est lui qui nous a lancé, qui montre en fait juste, qui permet aux gens de se projeter en 2030 en disant, ok, à quoi ça ressemblerait le monde de demain, plus écolo, plus juste socialement. Et en fait, voilà, les gens, on se rend compte qu'ils ont plein d'idées et à la fin, ils sortent en se disant, ah, mais la plupart de mes idées seraient implémentables en fait, elles seraient pas déconnantes. Donc voilà, changer les imaginaires, c'est hyper important. Ok, merci Alina. Alors, parmi ces autres points qu'on a vus pour guider les gens vers l'action ou le changement de... Il y a peut-être deux freins habituels qui sont très très fortes. C'est que pour changer ses habitudes, un individu va changer ses habitudes uniquement s'il sent que d'autres personnes sont prêtes à le faire. Donc, c'est une forme de justice, d'équité. Je parle même pas du sentiment d'équité vis-à-vis des personnes riches. On dit, moi, j'arrêterai l'avion si si les riches ne prennent plus le jet. Là, c'est carrément même au niveau de vos proches, de votre famille ou autre. Moi, je me bougerai que si les autres se bougent. Ok. Donc, la mise en action et le changement d'habitude est conditionnel. Ok. Très bien. Du coup, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit, quelque part, il suffit de montrer que d'autres personnes agissent déjà en faisant du jeu en groupe. Voilà. Donc, c'est pas une fin en soi de dire qu'il y a un frein à l'action. Et ça, combiné avec le fait qu'on se mette en action que si les autres se bougent, combiné avec un autre frein qui s'appelle l'ignorance pluraliste, c'est-à-dire qu'on a tendance naturellement à sous-estimer l'envie des autres d'agir. Un des premiers trucs qu'on fait chez Linka, c'est qu'on envoie un email aux entreprises, enfin on vous parlera après de ce qu'on fait, mais on envoie un email pour montrer les stats de tous les Français qui ont compris qu'ils devaient agir. D'accord? Je crois qu'on est autour des 83% des Français qui ont compris qu'ils devaient changer leur comportement. Donc voilà, pour vous montrer que parfois il peut y avoir des freins à l'action qui s'imbriquent entre eux et qui sont puissants, nous on décortique le truc et on dit, en fait, chacun de ces problèmes, ces freins, peut être tourné en levier. Ok. Bon, les raisons d'espérer, c'est une partie très sympa. Donc, justement, je reprends ce que vient de dire Antoine sur le fait que parfois on peut avoir l'impression d'être seul. Donc, moi, je suis le seul qui a compris, je suis le seul qui agit. Mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui sont soit prêts à agir, qui ont aussi compris, qui ressentent aussi l'urgence, soit qui sont déjà en action. Donc là, justement, l'objectif de cette slide, c'est de vous montrer qu'il y a beaucoup de personnes en France qui ont compris les enjeux écologiques, qui veulent agir ou qui sont déjà en action. Donc, notamment, il y a effectivement 79% des Français qui savent qu'ils doivent changer leurs habitudes pour la planète. Évidemment, ce sont des sondages, il peut y avoir des écarts entre ce que les gens déclarent et ce qu'ils font réellement, mais en tout cas, le fait de savoir et l'intention, ils sont là. Donc, une autre chose, parfois on a aussi l'impression qu'en France, on essaie en tout cas de faire plein de choses en France, en Europe. On est en avance sur certains sujets, c'est vrai.
En revanche, en creusant un peu, et ça c'est l'exercice qu'on fait, surtout Antoine voilà, qui cherche toutes les semaines des infos positives pour Linka. Vous recevez, si vous avez l'application installée, vous recevez les notifications 2 fois par semaine avec les infos positives. Donc voilà, en creusant un peu, on réalise qu'il y a des efforts qui sont faits par d'autres pays, donc par les gros émetteurs, comme les États-Unis, la Chine, mais aussi par les pays qui ont moins de moyens. Donc un exemple très parlant qu'on a sur cette slide, c'est l'Inde. On était impressionnés l'année dernière quand on a appris dans un article que l'Inde, les 15 dernières années, a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'un tiers. Donc c'est un chiffre qui est très parlant. Voilà, donc on peut avoir l'impression qu'on bouge en France, en Europe, que les autres pays ne bougent pas, mais c'est pas toujours vrai. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important aussi à avoir en tête et qui fait du bien et qui peut aussi vous servir de contre-argument pour les personnes qui disent nous, si la France on bouge, ça va rien changer parce qu'on voilà, on n'est qu'1% des émissions. Non, il y a d'autres pays qui bougent aussi. Ouais, Alina, pour revenir juste 2 secondes encore sur la slide d'avant, merci beaucoup. Mhm. C'est hyper important ce qu'elle veut vous dire, Alina, d'accord? Que vous critiquiez ce qu'on fait en France ou vous pensiez que si jamais on se bouge tous en France, ça suffira pas. Vraiment, je le dis une deuxième fois. Pensez que les autres pays, qui soient dans la phase d'atténuation ou en train de préparer l'adaptation aux conséquences climatiques, ils sont en train de se bouger aussi, d'accord? Donc, et les États-Unis, là, c'est un exemple parfait. Là, j'ai préparé les infos positives pour la semaine prochaine. Il y a l'Angleterre qui vient de fermer sa dernière centrale à charbon. Enfin, voilà, concrètement, on n'est pas les seuls et il y a tout le monde qui a compris. Ça va prendre du temps. Gérez vos attentes aussi, le temps long versus le temps court, comme a pu l'évoquer Charline. Mais voilà, pensez pas que quand on sera, si un jour on était tous parfaits en France, le reste du monde n'aura pas suivi. D'accord? On a une personne qui arrive maintenant, très bien. Et dernier truc par rapport à ça, vu que toutes les semaines je cherche les infos positives, je peux vous jurer qu'il y a 3 ans, et je sais qu'on a un journaliste aussi qui est avec nous, quand il y a depuis 3 ans, il y a 3 ans, je cherchais des infos positives, c'était limite, je devais trouver quel était ouais, qu'il y avait un animal qui était né aux eaux de Thoiry, et du coup on se réjouissait de ça. Là, je les cherche quasiment plus, c'est-à-dire que si je vais sur des différents médias, il y a même des médias positifs qui sont là, qui s'en occupent, mais les infos positives sur l'écologie, là, c'est plus à moi de me restreindre maintenant pour n'en mettre que 2 par semaine, parce qu'il y a quand même sacrément de choses positives qui se mettent en place. C'est pas parfait, et on aura aussi des moments où on reviendra en arrière, parce que tout d'un coup, il y aura les JO d'hiver asiatiques qui seront organisés en Arabie Saoudite. C'est clair, il faut en être conscient. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais franchement, ouais, j'ai de moins en moins besoin de chercher les infos positives, et ça, c'est sacrément bien. Et pour vous laisser, du coup, on va dire juste un mot sur Linka, parce qu'après, il faut vous laisser du temps pour les questions-réponses, on en a conscience. Bon, Linka, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est pour les éco-conscients. Voilà, on aime bien le mot éco-conscient, ça résume aussi le fait d'avoir conscience des problèmes climatiques et d'agir. Donc c'est un outil, voilà, c'est une app pour jouer à plusieurs et en solo. On a beaucoup d'actions, comme on vous l'a dit, la moitié pour faire des économies, il y en a une centaine qui sont bonnes pour la santé. On a même pensé à tout le monde en disant vous aurez au moins 150 actions qui seront faciles à faire pour dire franchement, on n'est pas là pour juger ou être radicaux, il ne faut pas tous devenir vegan, arrêter l'avion et la voiture. C'est ce vers quoi on voudrait tous tendre à un moment ou à un autre, aussi pour respecter les accords de Paris. En attendant, allons-y progressivement, chacun à son rythme, avec bienveillance. D'accord? Et évidemment, c'était aussi la raison pour laquelle on a créé Linka avec Alina il y a quelques années, c'est qu'on s'était rendu compte déjà des centaines, voire des milliers, si on parle de magasins, de ressources qui se mettent en place en France. C'est foisonnant. Des applications, des cartes, des bases de données, des livres, des films. Je ne vous parle pas que du film Demain. Enfin, si vous allez sur Linka, vous verrez une cinquantaine de films que j'ai regardés ou documentaires qui boostent, qui font parfois un peu peur, d'autres qui boostent, mais waouh, du contenu en France, il y en a la dose qui est produite. Et on vous envoie 2 infos positives par semaine. Peut-être qu'un jour, on arrivera même à faire 3, vu comme on commence à recevoir beaucoup d'infos positives. Le slide d'après va vous montrer... pardon, non. Non, vous verrez le slide juste à la fin que vous aurez le code barre pour télécharger l'application et aussi aller sur notre site linka.eco, vu que désormais on se tourne vers les entreprises pour dire, cher département RSE, vous devez baisser le CO2 de vos employés, on vous aide à le faire et en même temps, vous améliorez l'engagement de vos employés et vous réduisez peut-être même les problèmes de santé mentale liés à l'éco-anxiété en entreprise.
Donc, il y a un test qu'on a créé sur le site linka.eco. Si ça vous intéresse, vous pourrez faire un mini-test complètement anonymé, gratuit, qui vous dira quel type d'écolo vous êtes. Merci beaucoup. Donc, juste pour compléter sur les entreprises, donc effectivement, on travaille maintenant avec les entreprises. Il y a un chiffre hyper intéressant qu'on a trouvé, c'était 86% des salariés considèrent que la santé mentale, c'est la responsabilité de leur entreprise. Donc, c'est une des raisons pour laquelle voilà, on a aussi envie de travailler avec les entreprises. Donc, je veux juste revenir un peu en arrière pour remercier encore une fois nos contributeurs. Grâce à vous, on a développé ces fonctionnalités très concrètes. Donc, on a maintenant des mouvements collectifs. Charline a cité tout à l'heure, on est prêt, mais il y en a d'autres aussi. Donc, si votre envie aujourd'hui, c'est de rejoindre les mouvements collectifs, on en recense dans l'application. Donc, il y a la notation des défis. Il y a aussi la possibilité de partager les défis à ses proches. Bon, ça fait partie de cette philosophie. Je ne suis pas seule, je donne l'exemple et j'encourage mes proches à agir aussi. Ouais. Mille Voilà. merci pour tous nos donateurs et donatrices. Ça nous a Merci vraiment beaucoup. donné le souffle nécessaire pour passer à cette version d'après qui est disponible aujourd'hui. Super. Cool. Bon, je vais juste terminer l'enregistrement pour qu'on puisse passer à la session questions-réponses. Hop, enregistrement arrêté.